Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Il y a quelques jours, j'ai lancé sur mon feed YouTube un petit sondage où je vous posais plein de questions différentes par rapport au format Commander et il y a eu en moyenne 460 votants par différentes questions. C'était dans le but de faire cette vidéo un petit peu chill qui sort des sentiers battus où on regarde un petit peu si je corresponds à la moyenne. Ça n'a pas un but scientifique, on n'est pas là en train de récupérer des vraies datas pour faire des expériences, mais ça me faisait marrer un petit peu de sonder la communauté et voir si je correspondais un petit peu aux critères. Et on commence tout de suite, on va regarder les résultats ensemble. À la question combien de temps gardez-vous un deck Commander, il y a eu 388 votes et la réponse qui l'emporte évidemment entre quelques semaines et des années selon si j'aime le deck, avec 58% des votes. En fait c'est pas très étonnant parce que du coup c'est la réponse la plus ouverte, donc forcément que ça allait être celle-là qu'allait l'emporter. Mais en fait c'est un petit peu mon cas aussi, hein. Je vais tester un deck, si jamais il me plaît pas trop ou que je vois que finalement les possibilités sont pas si larges que ça, je vais vite le démonter, il va rentrer dans le classeur et dans les boîtes. Et puis j'ai d'autres decks de cœur comme Tassa par exemple que je garde depuis à peu près 5 ans, parce que c'est là que j'ai vraiment commencé le Commander multi, que j'améliore un petit peu au fur et à mesure, qui est vraiment un deck très fort, je dirais un deck bracket 4. Et celui-là je le garde parce que j'ai vraiment un affect pour ce deck et je le sors que vraiment quand tout le monde sort l'artillerie lourde quoi. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même 3% des gens qui gardent leur deck moins d'un an, et c'est vrai que dans une certaine mesure j'aurais pu répondre moins d'un an, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand je monte un deck, j'ai de plus en plus tendance à le faire par envie soudaine, un petit peu sur un coup de tête, et alors quand je fais ça, j'ouvre mon classeur, je regarde ce que j'ai dans les boîtes, et je vais builder un truc, alors pas un peu à l'arrache, mais vu que j'ai de plus en plus de bulk, et que j'ai accumulé de plus en plus de cartes dans le temps, c'est plus facile de construire un deck. Donc si là tout de suite j'ai envie de faire un deck mono noir zombie, j'ai déjà un peu tout ce qu'il faut sous la main, à quelques cartes près, pour me faire mon petit bracket 2, 2, 3, comme ça, un peu à l'arrache, et le deck tournera. Par rapport à avant, mais ce qui peut quand même encore m'arriver aujourd'hui, où je passais plusieurs jours, voire plusieurs semaines à net decker un deck, à le tester en ligne, etc. Et ensuite à commander les cartes, attendre qu'elles arrivent, et puis à faire mon deck. J'ai quand même de moins en moins tendance à faire ça parce que je sais de plus en plus où je veux aller, je sais ce qui est fort, ce qui l'est pas, je sais doser de mieux en mieux en fait le power level de mes decks. Et donc c'est vrai que si on a mis du temps à construire un deck sur plusieurs semaines, qu'on l'a net decké, qu'on a commandé des cartes qui valent un peu cher, même s'il tourne pas de fou, on a tendance à vouloir le garder plus longtemps. Alors c'est vrai qu'avec le temps, déjà je fais du contenu sur Magic, sur ce format très précis, j'ai de plus en plus l'occasion de jouer, ce qui fait que j'ai de plus en plus l'occasion de tester mes decks, donc il y a un turnover qui est beaucoup plus présent, et c'est vrai que j'ai pas trop de scrupules de plus en plus au bout de 6 mois à démonter un deck et à le ranger dans son classeur quoi. L'exemple parfait c'est Tanuk, que j'ai monté un petit peu après la sortie de Edge of Eternities. C'est un petit peu un deck qui fait tout ou rien, hein. J'ai dû le tester peut-être une petite dizaine de fois, et soit il fait une sortie giga explosive et je gagne tour 5, soit je galère un petit peu, je me fais focus immédiatement, et en fait je me fais très vite sortir parce que les gens savent très bien ce que fait Tanuk, donc c'est un peu tout ou rien. Voilà, j'ai vu que ça faisait ça, c'était un peu rigolo, et en fait ça me fait beaucoup moins mal au cœur de le désliver et de le ranger quoi. Donc dans une certaine mesure, en ce moment, je pourrais presque dire que c'est moins d'un an, parce que ça m'arrive souvent ce genre de truc, ou alors non, on va pas abuser, entre 1 an et 3 ans plutôt, même si on est plus proche des 1 an, mais de manière générale, vu que j'ai quand même des decks encore qui datent d'il y a plus de 5 ans, je rentrais dans la 4e catégorie quoi. Moi je pense à Arcades aussi, que j'ai gardé un peu plus de 5 ans, puis que j'ai finalement transformé, voilà, je l'ai transformé en Félotar. Puis il se trouve qu'en fait c'est pas plus fun que ça, même si j'ai accès à une nouvelle couleur, donc lui effectivement le Félotar il va peut-être faire moins d'un an. Mais donc voilà, je suis dans la 4e catégorie, comme 58% des votants, avec une petite tendance quand même à aller de plus en plus vers la 1re ou la 2e catégorie. La question d'après qui portait un petit peu à confusion, mais heureusement il y avait les réponses juste en dessous, c'était quel deck jouez-vous? Alors il y a eu à peu près 1200 votants pour cette question, et la réponse qui l'emporte, c'est principalement un deck que j'ai construit de zéro. Intéressant de voir aussi qu'il y a quand même 2% des gens qui utilisent les decks de leurs potes. Alors j'imagine que c'est les joueurs très occasionnels, qui font un petit peu de commandeur multi, comme on joue à un jeu de société occasionnellement avec les potes ou la famille, et donc ils ont la flemme d'investir un budget dans des cartes, donc ils piquent les decks des potes, et c'est tout à fait entendable, hein. Et c'est quand même 2%, c'est pas rien, hein. J'aurais même pas cru qu'il y aurait eu des réponses pour ce vote. Et pour le coup, c'est la 3e réponse qui l'emporte largement, principalement un deck que j'ai construit de zéro, et je me retrouve totalement dans cette réponse puisque j'ai répondu la même chose, hein. D'ailleurs la réponse préconstruit rejoint un petit peu les decks de mes potes, parce que pareil, les joueurs très occasionnels qui ont un petit peu la flemme de trop s'investir, ils achètent un deck précon, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, et puis en fait ils jouent avec ça, alors ce qui est totalement ok, parce que parmi les produits Magic c'est ce qui se fait de mieux,
Les packs préconstruits Commander sont vraiment excellents. Et avec du gros power level et des bonnes cartes à l'intérieur, hein, même si des fois il y a encore des trucs aberrants en termes de deck building, c'est peut-être aussi fait exprès pour laisser des slots si quelqu'un veut enlever et rajouter des cartes ensuite. Hein. Et d'ailleurs, cette méthode, il y a quand même 24% des gens qui l'utilisent, hein, ça fait quand même un quart des joueurs et des joueuses, donc principalement du préconstruit modifié. Ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on achète un précon, on retire une vingtaine de cartes, on en rajoute une vingtaine de notre collection ou des boosters qu'on a achetés récemment. Ça, c'est un grand classique aussi, mais de manière générale, les gens aiment bien construire un deck de 0, et c'est vrai que c'est là quand même le plus formateur, je trouve. Et puis il y a ce petit plaisir aussi de tout construire de 0, quoi. De choisir notre commandant, de l'emmener dans la direction où on a envie d'aller, sans être orienté par ce que pouvait déjà donner un pack précon. Et oui, clairement, à de rares exceptions, c'est ce que j'ai toujours fait. Hein. Ça reste quand même le plaisir de ce format, hein, d'avoir accès à quasiment toutes les cartes, et de pouvoir faire à peu près n'importe quoi avec. C'est le plus grand plaisir du commandeur multi-casu. Troisième question du sondage, on va parler un peu moins de gameplay. Pimpez-vous vos decks? On a eu 337 votants, et la réponse qui l'emporte, c'est ça dépend de l'art. Parfois, je prends le skin foil que je kiffe. Encore une fois, c'est la réponse modérée qui l'emporte. Hein. C'est bien les tapeurs de carton en commandeur multi sont des personnes modérées, bravo. Et on a quand même quelques fous du bus qui, quitte à ne pas bouffer, ne prennent que les beaux traitements. Force à vous, hein, là on est plus passé du côté de l'addiction, je pense. Alors je sais pas si c'est des réponses troll ou pas, mais je connais des gens qui font ça, enfin j'en ai déjà croisé, donc c'est pas étonnant. Après c'était quand même des gens qui avaient les moyens, donc qui se privaient pas forcément de se nourrir ou qui payaient quand même leur loyer. Comme la majorité, encore une fois j'ai répondu le deuxième choix, même si j'ai une tendance malheureuse à aller vers le tout doit briller et être full art si j'ai les moyens. Mais je n'ai la plupart du temps pas les moyens, donc c'est vrai que je reste quand même dans la deuxième catégorie. Mes decks généralement c'est ce que j'ai dans mes classeurs, dans mes boîtes, il y a toujours une petite dizaine, quinzaine de cartes dont j'ai besoin, et là effectivement si j'ai les moyens et que les traitements sont vraiment jolis, je vais évidemment mettre 2, 3, 4 euros en plus pour avoir ce traitement, parce que je reste un petit peu un collectionneur dans l'âme tout de même. Mais encore une fois, vu que j'ai de plus en plus de cartes dans mes classeurs et dans mes boîtes qui sont jouables, je commande de moins en moins de cartes au fur et à mesure du temps, sans parler du fait aussi que de temps en temps Wizards m'envoie des produits qu'on ouvre régulièrement sur la chaîne Twitch. Venez me voir ouvrir des boosters sur Twitch. Et je fais avec ce que j'ai, et effectivement si j'ai besoin un peu de jus supplémentaire, je peux de temps en temps me faire plaisir, mais finalement ça arrive de moins en moins. Même si ça m'arrive encore de temps en temps de faire des folies, des trucs complètement débiles. Voilà, je pense que les 66% des gens qui ont voté pour cette réponse voient très bien de quoi je parle. Après voilà, Magic ça reste aussi le plaisir de jouer avec des belles cartes, des beaux visuels, et sans toutes ces illustratrices et illustrateurs, ce ne serait pas le même jeu. Et il faut encourager Wizards pour qu'ils continuent de payer des artistes et qu'ils ne tombent pas du côté obscur de la force. La question suivante c'était, vous faites vos decks Commander avec quelle carte? Encore une fois, la question est pas très bien posée. Je serais pas très bon à travailler dans un institut de sondage, je pense. Heureusement que le choix de réponse derrière oriente mieux. 440 votants, et la réponse qui l'emporte c'est, je pars de ce que j'ai ouvert et j'achète un peu à l'unité. Pour le coup, moi j'ai pas répondu ça, donc pour une fois je ne suis pas dans la moyenne. Moi j'ai répondu ça m'arrive d'ouvrir, mais j'achète principalement tout à l'unité. Ça peut arriver de me faire plaisir de temps en temps avec un petit booster. J'achète toujours des packs d'AP parce que j'aime bien faire des AP à la maison, faire un petit peu de scellé pour découvrir un set, donc ça m'arrive quand même très souvent, donc j'ouvre, sans parler encore une fois des cadeaux que me fait Wizards. Mais la plupart du temps je pars de zéro avec ce que j'ai à la maison, et encore une fois si j'ai besoin de cartes, je vais les acheter à l'unité chez Card Market, mon partenaire bien évidemment. Ça fait 10 ans que j'achète chez eux, hein. J'ai pas attendu d'être en partenariat avec eux pour aller acheter mes cartes là-bas, mais du coup allez-y parce que ça reste quand même la meilleure marketplace. On a quand même 17% des gens qui n'achètent pas du tout de produits scellés. Voilà, j'achète 100% de mes cartes à l'unité si je veux monter un deck, et en vrai de vrai, si on veut pas perdre d'argent, si on déteste le gamble, c'est la meilleure méthode, hein, on va pas se mentir. Le marché secondaire, l'achat de cartes à l'unité, ça reste le meilleur moyen de pas se faire scam entre guillemets et de pas dilapider son argent. Bon, il se trouve que moi quand même, à part ce que m'envoie Wizards, les produits que j'achète c'est pour les jouer en format limité la plupart du temps, donc il n'y a pas vraiment de regret en général, hein. Même si j'ouvre de la merde dans les paquets que m'envoie Wizards, je vais pas me plaindre parce que j'ai pas vraiment dépensé d'argent pour ça, mais ça reste quand même assez dingue que dans notre hobby on puisse de temps en temps se rembourser, hein, parce que c'est pas tous les hobbies où en fait t'achètes des produits qui potentiellement vont te faire gagner de l'argent,
Bon, la plupart du temps on en perd, mais des fois on a de la chance. Donc c'est vrai qu'on a tendance à râler quand on fait des ouvertures de merde, à dire qu'on est malchanceux et tout, mais de base, quand tu mets de l'argent dans n'importe quel hobby, c'est pas pour tout de suite retomber sur tes pieds financièrement, ça n'a pas de sens. Donc de temps en temps, on arrive à se rembourser une display ou un booster, et c'est très cool, mais normalement ça devrait pas arriver quoi. Mais c'est cool que de temps en temps on puisse quand même le faire, même si de toute façon les produits scellés sont devenus tellement chers que ça devient aussi de plus en plus rare. Et on a quand même des gens qui font uniquement avec les cartes qu'ils ouvrent. Alors là je trouve ça assez fort, parce que moi ça fait quand même 10 ans que j'ouvre des boosters, et c'est vrai que c'est compliqué d'aller à fond dans une stratégie, surtout en commandeur multi où c'est que des one-off et qu'on a quand même un deck de 100 cartes. Enfin, je trouve ça fou de réussir à construire quelque chose de viable avec si peu de cartes, à moins que justement les 4% qui ont voté pour cette réponse ouvrent énormément de cartes, c'est peut-être le cas, ou ne font que du bracket 1 ou 2. Les personnes qui ont répondu ça, d'ailleurs, ce serait intéressant dans les commentaires que vous détailliez un peu plus votre réponse, pourquoi pas. Mais ça reste le premier sondage dans lequel je me retrouve pas. Et on va un petit peu préciser tout ça avec la question suivante qui était: avec quelle méthode buildez-vous un deck? Donc c'était soit je sors mes cartes, boîte et classeur et je bricole, soit sur un site de deck builder du genre Moxfield. Moi c'est ce que j'utilise, mais il y en a plein. Et ensuite, je fais tout dessus. Mais encore une fois, la réponse modérée l'emporte. Un mélange des deux autres méthodes. Et c'est ce que j'ai dû répondre aussi, je pense. Oui, c'est ce que j'ai répondu. Et comme je disais, avant, c'était beaucoup plus sur Moxfield. Effectivement, à passer des jours à tout classer par catégorie de cartes et à faire attention de ce que je mets, machin. Je faisais ça le soir quand j'avais un peu le temps et tout. Et même parfois, ça me prenait plusieurs heures dans un week-end, etc. Ça peut m'arriver encore de le faire quand il y a un commandant qui m'attire beaucoup, que j'aime beaucoup son effet et que je veux en faire un deck vraiment viable, assez costaud, entre du bracket 3 et du bracket 4. Alors jamais du bracket 5, ça m'arrive jamais. Mais peut-être tendre effectivement vers un bracket 4. Donc aller chercher les bonnes cartes qu'il faut. Mais comme je le disais, j'ai quand même aussi de plus en plus tendance à regarder mes cartes, à dire « Oh, lui il a l'air marrant ». Allez, je regarde ce que j'ai, bam bam bam, il me manque une douzaine de cartes, je commande sur Card Market. Bon là je commence un petit peu à me répéter, mais ça reste kiff-kiff, parce qu'on a fait 24%, 30%, puis 46% qui correspond en fait aux deux autres réponses, donc... Après j'imagine que dans les 24% qui sortent les boîtes et les classeurs et qui bricolent, on retrouve les fameux 4% qui jouent uniquement avec les cartes qu'ils ouvrent. Je vérifie, mais j'ai bien précisé commandeur à chaque fois, parce que peut-être que des gens se disent « Bah moi je fais que du limité, donc j'ouvre, je joue avec les cartes que j'ouvre », mais c'est bon, j'ai bien précisé commandeur. Non, j'ai un doute parce que mes questions elles sont un petit peu éclatées au sol, on va pas se mentir. Ah là c'est une question un peu plus intéressante je trouve. Pour builder un deck, vous servez-vous d'EDH Rec? Parce que moi c'est une question que je me pose. Généralement EDH Rec, j'y vais au dernier moment. C'est-à-dire une fois que j'ai construit mon deck, que j'ai mes 99 cartes, je vais chercher le commandant sur EDH Rec et je regarde si j'ai oublié des giga staples, ce qui peut arriver. Et d'ailleurs la plupart du temps ce qui est un peu décevant, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement les cartes qu'on a mis dans notre deck, c'est celles qui sont référencées sous notre commandant sur EDH Rec, et on se dit on est vraiment pas très original parce que c'est ce que tout le monde a fait finalement. Après on peut pas lutter contre l'intelligence collective, donc faut se dire que c'est plutôt bon signe normalement si on est allé dans ce qui se fait de mieux. Donc moi ce que j'ai dû répondre c'est parfois, par exemple pour vérifier si j'ai pas zappé un staple, donc voilà c'est à peu près ça. Après je suis content de voir que des fois je trouve une petite pépite dans mes classeurs ou dans mes boîtes qu'on va pas du tout retrouver sur EDH Rec sur la page du commandant en question. Ça j'avoue que ça fait toujours un petit peu plaisir, mais la réponse qui l'emporte c'est quand même souvent ça reste une bonne base, et ça à terme c'est peut-être ce qui fera partie d'un des plus gros problèmes de Magic, ou en tout cas même un problème qui est déjà un petit peu présent, mais on peut pas reprocher aux gens de faire ça. Puis même moi je le vois quand je build de mon côté, finalement ma liste ressemble à celle qu'il y a déjà sur EDH Rec, mais c'est vrai qu'au final il y a tellement un power creep des cartes, il y a tellement de staples qui sortent. Bon après vous me direz un nouveau staple parfois remplace un ancien staple, ce qui fait qu'au final le format Commander n'est plus vraiment un format one-off tellement on a d'itérations différentes d'une même carte, avec des power creep en plus d'année en année. Mais c'est vrai que si tout le monde joue les mêmes listes, c'est un peu triste, et EDH Rec malheureusement a tendance à lisser les listes. Bon, c'est vrai que moi j'essaye de me donner bonne conscience en allant sur EDH Rec vraiment au dernier moment, histoire de voir les trucs importants qui manquent, et c'est vrai qu'il y a toujours 2-3 cartes que j'avais pas vues, et je suis oui c'est vrai que ce truc est bien, et vu que j'ai tendance à partir de ce que j'ai, c'est des cartes que j'ai pas généralement, donc je vais commander ensuite sur MKM, et du coup moi aussi lisser ma liste. On a quand même 20% des gens qui disent presque toujours et que ça les guide. Alors ça je trouve ça vraiment dommage pour le coup, parce que ça va pas entraîner votre cerveau je pense à builder, à avoir l'esprit du deck building, ce qui reste quand même une des parties les plus intéressantes de Magic je pense, ou du TCG en général. Et en plus de ça je pense que si on prend vraiment trop l'habitude d'aller sur EDH Rec, on va peut-être avoir tendance à vouloir aller vers les
commandants qui sont en haut des listes. Voilà, c'est un format qui est quand même assez libre, qui permet de gagner avec des stratégies un peu plus underground, je pense. Voilà, le commandeur multi-casu, ça reste quand même un format dans lequel on peut vraiment s'exprimer. Moi, c'est ce qui m'a attiré principalement dans ce format. Donc je pense que c'est quand même plus sympa d'essayer de faire 100 EDH Rec, aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps quand même, effectivement, parce qu'il y a des... C'est un peu dommage de monter un deck et d'oublier son principal staple qui peut quand même faire tourner le deck. Mais c'est rassurant de voir qu'il y a aussi 15% des gens qui ne vont jamais sur EDH Rec. Voilà, donc c'est cool. Alors EDH Rec ou un équivalent, mais ça reste quand même la meilleure concentration de data qu'on ait sur le format, je pense. Bon, bah, encore une fois, je suis pas dans la moyenne, mais bon, c'est pas non plus très glorieux, quoi. Parce qu'au final, si mes listes ressemblent à celles de DH-Rec, c'est que je suis pas forcément un gars original, donc je suis dans la moyenne. Après, j'essaye de plus en plus d'aller chercher la petite carte que personne ne joue, de tester des choses, et j'essaye même de moins en moins d'être commandeur dépendant, ou en tout cas, entre guillemets, synergie dépendant. C'est-à-dire que je vais arrêter de vouloir absolument faire en sorte que tout synergise parfaitement. Des fois, je vais juste chercher la carte un petit peu rigolote qui est dans mes couleurs, qui va surprendre un petit peu les gens et qu'on voit pas beaucoup, juste parce que je l'ai trouvé dans mes boîtes et que la carte me fait sourire, plutôt que d'aller mettre le staple absolu, qui va augmenter mon win rate de 0,5%. En vrai, je m'en fous un peu. J'essaie encore une fois de profiter du fait que c'est un format one-off dans lequel on peut s'exprimer librement. Donc plus j'avance, plus je suis un hipster de Magic. Et c'est normal, ça commence aussi à faire quelques années que je fais du commandeur multi, donc j'ai un peu envie de voir de nouveaux horizons, tout simplement. La question suivante, c'était combien coûtent vos decks en moyenne, même si vous possédiez déjà les cartes, et en prenant en compte le traitement, le coût moyen de l'ensemble de vos 100 cartes. Oui, voilà, dans le sens pas combien d'argent vous mettez dans un deck, mais si on prend les 100 cartes et qu'on les met en vente sur Card Market, combien ça vous rapporte d'argent, en gros. Pour ça que je dis qu'il faut prendre en compte les traitements, et même si vous avez déjà des cartes que vous possédez. Il y a eu 708 votants pour cette question, et la réponse qui l'emporte, c'est entre 50 € et 200 €, et moi, j'ai répondu entre 200 et 500 €. Voilà, encore une fois, là, c'est le petit côté pimper qui fait que je me retrouve dans cette troisième catégorie. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est un peu large, entre 200 et 500 €, mais il fallait bien créer des catégories. Et moi, je suis plus autour de 300 €, je dirais. Parce que d'un côté, je peux avoir... là, je sais qu'en ce moment, j'ai Jasper en bracket 1, où en fait, le thème du deck, c'est d'avoir un couvre-chef sur chaque illustration, en excluant d'ailleurs les casques de chevalier, parce que sinon, tu fais un deck chevalier et c'est trop facile. Et là, mon deck couvre-chef, j'ai dû commander 3-4 cartes à quelques centimes, mais le deck, il vaut même pas 100 balles. Là, je pense qu'on est dans la deuxième, voire la première catégorie. Alors, la première catégorie, les decks qui coûtent moins de 50 €, d'ailleurs, c'est peut-être les decks Popper EDH, parce que ce format existe. Je ne joue pas à ce format, mais ça pourrait être intéressant de me faire un deck Popper, mais ça peut faire du bien de temps en temps. On s'était fait un défi une fois, faire un deck à moins de 50 €. J'avais un deck Wilson en Popper, d'ailleurs. C'était pas vraiment Popper, c'était deck de moins de 50 €, parce que le Popper, on joue qu'avec des communes et Unco, il me semble. Mais bon, c'était un peu le délire de se faire un deck pas trop cher. Donc, si je fais la moyenne, c'est vrai que j'ai des decks, qui tournent autour des 50 €. Et à côté de ça, j'ai des decks comme Tassa, que j'ai depuis 5-6 ans, que j'ai upgrade au fur et à mesure du temps, parfois avec des cartes, avec un joli traitement, Extended Art Foil, notamment. Donc là, c'est sûr que le deck, il tourne plus autour des 500 € que de 50 €. Mais si je fais la moyenne de tous les packs que j'ai en ce moment, effectivement, je pense qu'on est entre 200 et 300 €. Voilà. Mais finalement, le fait que ce soit entre 50 € et 200 € qui l'emporte, ça correspond à ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure avec les pimpers, où finalement j'ai vu que vous étiez assez raisonné dans votre consommation de cartes au joli traitement. Donc ça correspond à peu près, et c'est quand même plus de la moitié, 53% qui sont entre 50 et 200 €. En vrai, ça reste raisonnable. Et en fait, ma réponse n'est pas forcément hyper représentative, parce qu'effectivement, il y a mon Jasper qui vaut quelques dizaines d'euros. Mais en fait, des decks comme Tassa, je m'en fais plus beaucoup, en fait. Des decks où vraiment, que j'ai depuis plusieurs années, que je pimpe au fur et à mesure, je dois en avoir 2-3, et encore, c'est même pas sûr. Mais je vais pas faire crari. En vrai, c'est vrai que quand je monte un nouveau deck, le deck coûte... je suis quand même dans la troisième catégorie, mais c'est rarement au-dessus de 300 €. Pour le coup, on est vraiment plus autour des 200 €. Grand max, en vrai. Alors, est-ce que les joueurs de Commander jouent à d'autres formats? C'était un peu ça la question qui suit. Pas beaucoup de votants sur celle-là, 281 votants, et en même temps c'est normal parce que les sondages YouTube permettent de mettre que 4 choix.
Donc malheureusement, j'ai dû me limiter à 4 choix. J'ai mis format éternel, donc tout ce qui va être vintage et legacy. J'aurais dû mettre entre parenthèses quand même vintage et legacy. 18% quand même, hein. C'est des formats qui coûtent cher, qui sont un petit peu en train de mourir, en tout cas en France, j'ai l'impression. Il y a quand même 18%, donc c'est beau de voir qu'il y a encore des joueurs old school, entre guillemets, même si j'ai l'impression aussi que ces formats, il y a beaucoup de nouvelles cartes qui intègrent les listes. Que 4 joueurs de moderne, bah de toute façon le moderne, j'ai l'impression que c'est pour le coup vraiment en train de crever. Je rencontre quasiment plus de joueurs de moderne. Limité 57%, ça fait plaisir. Pour moi, ça reste l'essence de Magic, le limité. T'achètes tes boosters, t'ouvres tes cartes, tu joues avec, et là il y a entre guillemets que le skill qui joue, dans le sens où même s'il y a des gens qui vont ouvrir plusieurs bombes et d'autres qui vont ouvrir que de la merde, bah le skill joue quand même un petit peu, même si des fois on peut pas rattraper la RNG, bah c'est entre guillemets le vrai Magic, et moi ça reste mon format préféré je pense en dehors du Commander. Ça doit être kiff-kiff, d'ailleurs je fais de plus en plus de limités avec mes potes, je loupe de moins en moins les AP, et quand je peux pas y aller je m'achète des packs d'AP, comme je disais, pour découvrir les cartes et tout. Donc vraiment je trouve que c'est un régal de découvrir un set via du format limité, et notamment du scellé, même si je pense que le draft est plus intéressant en vrai, et demande un petit peu plus de connaissances et de skills. Et quand même 21% de joueurs de standard, donc peut-être sur Arena, parce que c'est vrai que sur Arena, le format star, entre guillemets, c'est le standard. Ça reste aussi le format le plus joué dans les grosses compétitions, type Pro Tour, hein, évidemment. Donc même si on a vu du moderne, d'ailleurs, en Pro Tour récemment. Enfin, ça arrive de temps en temps qu'ils proposent du moderne. J'ai répondu limité, et c'est le limité qui l'emporte, encore une fois. Je suis dans la moyenne. Je suis un gens normal. Je fais partie de cette société et je l'ai intégrée de manière très gentille. Combien de personnes avez-vous converti au Commander ? J'ai quand même répondu à la question, 383 votants. Alors moi, c'est de la triche parce que, bon, déjà, je suis un rabatteur, mais ce depuis toujours. C'est-à-dire que tous mes groupes de potes, tous mes amis, enfin tous les gens qui passent dans ma vie sont obligés au moins une fois de jouer à Magic. Non, je les oblige pas. Je devrais peut-être me poser des questions sur ma toxicité par rapport au jeu. Mais c'est vrai que tous mes proches ou même potes, il y a un moment donné où je leur fais « Allez tiens, on va tester ». Et alors au début, ils y vont d'ailleurs toujours avec le sourire. Et j'arrive pas tous à les accrocher. Mais c'est vrai que je suis un vrai rabatteur de Wizard. Et que j'ai tellement une passion pour le truc. Et je pense que j'ai un vrai amour pour le gameplay, le flavor, le lore du jeu. Et surtout pour les illustrations, hein, comme le prouve certains de mes formats, que j'arrive quand même à rabattre des gens, et je pense que moi ça se compte en dizaines de personnes. Mais en plus de ça, il se trouve que je fais du contenu sur Magic, on a fait la vidéo avec Al236 qui a dépassé large le million de vues, donc j'ai reçu des dizaines, pour pas dire centaines de DM qui me disent « Oh, à cause de toi, je me suis remis à Magic, machin ». Donc oui, je suis largement dans la 4ème catégorie, hein, donc plus de 15, ce qui représente seulement 1% des votants. Mais bon, encore une fois, c'est de la triche parce que moi, je fais beaucoup de zèle, et puis en plus de ça, maintenant, ça fait quasiment 2 ans que je fais du contenu régulier sur Magic, donc c'est trop facile. Il y a quand même un tiers des gens qui arrivent pas à rabattre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En description, je vous mets le lien vers mon PDF, c'est une formation professionnelle de rabatteur pour obliger les gens autour de vous à jouer à Magic. Un PDF à seulement 199,99 €. Bon là, la majorité, c'est entre 1 et 5, et oui, je pense que c'est ça, hein, généralement, on convertit son conjoint ou sa compagne, les amis proches, ou les quelques geeks qui traînent autour de nous. Et après, il faut voir aussi depuis combien de temps les gens en jouent. Ce sera peut-être une question du prochain sondage. Vraiment, mon sondage ne veut rien dire et ne révèle aucune tendance. Vous voyez, c'est vraiment une vidéo pour le fun, hein. Parce que normalement, cette question doit aussi la corréler à vous jouez depuis combien de temps. Sinon, ça n'a pas vraiment de valeur. Bon, encore une fois, je suis pas un institut de sondage. D'ailleurs, les instituts de sondage, je pense pas qu'ils soient très crédibles aussi, notamment en politique, hein, n'est-ce pas ? Faut voir aussi qui dirige ces trucs-là. Pourtant, je sais que Magic, ça fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Donc, allez au boulot, les gars. C'est pas comme ça qu'on va faire vivre le jeu, hein. Dit-il alors qu'il passe sa vie à ça. Alors, combien de thunes mettez-vous par mois dans Magic en moyenne ? On a 428 votants. Bon, là, j'avoue, je vais un peu passer pour un drogué. J'ai fait la moyenne de mes achats Card Market sur 2025, et j'étais à un peu plus de 200 €, je crois. Ce qui est énorme, ce qui corrobore aussi ce que je disais dans l'investissement que je mets dans mes decks, hein. Je suis pas vraiment à 200 € par mois. Parfois, pendant 2 mois, je vais rien dépenser sur Card Market.
Et puis il y a un mois où je vais mettre un peu plus parce que je dois rentrer des cartes dont j'ai absolument besoin pour mes decks. Et si là je me fais plaisir en termes de pimp, ça peut être n'importe quoi effectivement. Donc je suis dans les 18% de ceux qui mettent entre 100€ et 300€. Bon, comme je disais, moi je dois être pile au milieu parce que j'étais environ à un peu en dessous de 200€, je pense, ce qui reste énorme. Encore une fois, je le fais parce que c'est mon seul hobby où je mets vraiment de l'argent. C'est-à-dire qu'avant c'était quand même les vinyles et les t-shirts de groupe. Je le fais beaucoup moins. Magic a pris aussi beaucoup de place dans ma vie, sachant que ça fait 2 ans que je fais du contenu hebdomadaire sur Magic, donc forcément ça joue aussi, hein, je dépensais pas autant avant. Alors je compte dans le budget les cartes à l'unité, les produits scellés, les sleeves, les tapis de jeu, bref, même tous les goodies qu'il peut y avoir par rapport à Magic. Alors évidemment 95% de ce budget c'est de la carte, hein. Mais j'ai quand même aussi un petit budget sleeve, mine de rien, parce que je prends quand même très très soin de mes cartes, comme le prouve ce short d'ailleurs. Là ça passe nickel. Voilà, là on est bien, on a une carte qui est protégée. Bon, et 31% des gens ne sont pas encore totalement fous parce que vous mettez moins de 30€ par mois dans le jeu. C'est bien, vous êtes des gens équilibrés. Et la majorité c'est entre 30 et 100€. Bon voilà, c'est pas non plus entre 30 et 100€, ça va, c'est pas non plus un budget de dingue. Même 100€, mettre 100€ par mois dans son hobby, voilà, c'est pas complètement déconnecté de la réalité. Et on a quand même plus de 3% des votants qui mettent plus de 300€ par mois dans le jeu. Bon, j'ose imaginer que là c'est des gens qui ont quand même les moyens, qui ont un bon salaire et qui sont entre guillemets en sécurité financière, mais je suis pas très fier de mes 200€. Après, comme je le disais, je sors très peu. En tout cas je sors beaucoup moins, j'essaye de me justifier, en même temps c'est vrai, hein, Magic c'est devenu mon activité principale en l'espace de quelques mois là. Je me permets ce luxe, je consomme quasiment plus de vinyle et de merch de groupe, même si ça arrive de temps en temps, hein. J'ai pas d'autres hobbies actuellement dans lesquels je mets de l'argent, j'ai très peu le temps de jouer aux jeux vidéo et de toute façon j'ai Home Station. Mais je me sens le besoin de me justifier, voilà, c'est des réflexes de pauvre, que voulez-vous. Bon, bien sûr je considère être privilégié à ce niveau-là, de pouvoir mettre 200€ dans le jeu par mois. C'est évidemment être privilégié, on va pas se mentir, hein. Combien de decks Commander avez-vous actuellement? Un seul, 6%, entre 2 et 4, 22%, entre 4 et 9, 41%, 10 ou plus, 32%. Encore une fois, ma question est extrêmement mal posée, parce que si la personne en a 4, elle rentre dans la deuxième ou dans la troisième catégorie? Bon, j'avais fait ça le matin, j'avais les yeux encore collés, voilà. Bon, il y a eu quand même quasiment 400 votants, donc j'imagine que ça fait quand même une moyenne représentative. Perso, si j'en avais 4, je me serais mis dans la deuxième catégorie, et à partir de 5, je me mets dans la troisième. Bon, j'imagine que tout le monde n'a pas réfléchi comme ça, mais on a suffisamment de votants quand même pour faire une moyenne qui veut dire quelque chose. Moi, je dois être toujours un petit peu en dessous les 10 decks, ou je dois être pile à 10 decks, voilà, mais parfois un peu moins, donc je me suis mis dans la troisième catégorie, et me revoilà dans la moyenne. Je suis un homme moyen, 41%, quasiment la moitié des gens, ce qui me paraît honnête, hein. D'ailleurs, faudrait que je fasse une vidéo où je vous montre tous mes decks différents, parce que je fais plus de deck tech sur la chaîne. De toute façon, de base, j'en faisais pas pour chacun de mes decks, mais j'ai l'impression que ça intéresse pas plus que ça les gens, les deck tech. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais c'est là où j'ai le moins de retours, le moins de commentaires et le moins de vues. Par contre, ce qui peut être sympa, hein, dites-moi si ça vous intéresse, c'est de faire une review en une vidéo de tous mes decks actuels. Mais comme je le disais, il y a de plus en plus de turnover. Ouais, je dois faire peut-être en moyenne 4 decks par an, là, depuis 2 ans à peu près, donc c'est pas mal quand même, hein. Et généralement, ce que je fais, c'est que je dois avoir environ 9 ou 10 deckbox, et quand elles sont toutes remplies, je m'interdis de faire d'autres decks. C'est-à-dire que si je veux faire un d'autres deck, et je dois en déconstruire un. Je récupère les sleeves et la boîte, quoi, puis avec ça je me fais un nouveau deck. J'ai pas racheté de deckbox depuis au moins 2-3 ans. Peut-être mon prochain investissement, entre guillemets, dans le sens où je vais peut-être acheter des belles boîtes, parce que mes boîtes c'est n'importe quoi, elles sont même, la plupart du temps elles sont même pas à la couleur du deck qu'il y a dedans, donc c'est un peu... Après moi j'arrive à retenir ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est pas très joli, quoi. Donc moi je reste en dessous les 10 decks, et ça change pas mal, c'est vrai. Il y a mes quelques decks OG, les decks que j'aime bien, que j'ai encore envie de tester, que j'ai depuis quelques mois, depuis 1 ou 2 ans, mais je pense qu'il y a encore moyen d'en tirer quelque chose. Et puis les decks, voilà, que je construis, que je débuild un peu sur un coup de tête, parce que j'ai l'envie sur le moment de le faire. On a quand même des tryharders, ou en tout cas des gens qui aiment bien conserver leur deck, parce qu'il y a quand même 32% des gens, donc environ un tiers des votants qui ont 10 decks ou plus. Alors, est-ce que c'est par nostalgie ou peur de déconstruire le deck? Je sais pas, à vous de me dire en commentaire. Mais même si ça fait toujours un peu mal au cœur de défaire un deck, je sais que les cartes, je les ai encore.
Et puis au bout d'un moment, il faut aussi tester des nouvelles choses. Encore une fois, moi je profite de cet espace de liberté qu'est le format Commander Casu. Et je sais qu'il y a encore plein de stratégies que j'ai jamais testées, que j'ai trop hâte de tester. Et avoir trop de decks, ça prendrait de la place, ce serait chiant. Et alors c'est marrant parce qu'on a 6% qui n'ont que un deck. Ok, pourquoi pas. Alors est-ce que c'est des personnes qui débutent? C'est peut-être ça, c'est peut-être les quelques personnes qui ont voté qui débutent dans Magic. Ou encore une fois, ce qu'on a vu tout à l'heure, cette catégorie de gens qui n'est pas très investi, qui veut jouer une fois de temps en temps avec ses potes, mais qui a pas forcément trop l'occasion de jouer, et jusqu'à son petit deck, qui sort 2-3 fois par an max pour le fun, et basta quoi. Et nous arrivons à la dernière question de son sondage. D'ailleurs c'est marrant parce que, alors c'est pas du tout fait exprès, mais il y a Onry qui vient juste de sortir une vidéo sur le sujet, donc allez la voir, parce que c'est hyper intéressant du coup. Ça se base sur un article et il fait un peu son taf journalistique pour savoir justement où en est ce sujet. La question c'est, utilisez-vous des proxys dans vos decks Commander en casu? Moi j'ai répondu très rarement, et la majorité c'est jamais. Donc on a quand même 40% des joueurs et joueuses qui refusent les proxys dans leur deck. Le chiffre là pour le coup est assez significatif. Onry, j'aurais dû te donner la data pour ta vidéo. Moi je pars du principe que le budget et le salaire d'une personne ne doit pas être déterminant dans sa façon de s'investir dans le jeu. Pour moi Magic doit être ouvert à tous, peu importe ton salaire, peu importe ce que tu gagnes par mois, peu importe ta situation économique, tu as le droit de jouer à Magic, donc il n'y a pas de raison de refuser les proxys. Dans un tournoi, je comprends, c'est d'autres enjeux, c'est un autre type d'investissement, donc je comprends tout à fait que dans un tournoi officiel ou semi-officiel, mais en tout cas un tournoi compétitif, j'entends tout à fait qu'on ait besoin des vraies cartes, mais alors dans ce cas, même les gens qui n'ont pas les moyens arrivent, vu qu'ils font partie du circuit, donc ils arrivent à se faire prêter les cartes, etc. J'ai rencontré beaucoup de joueurs compétitifs qui n'étaient pas millionnaires et qui du coup empruntaient les cartes pour faire les decks, et donc je me fais pas de soucis pour eux en vrai. Mais en casu Kitchen Table, et d'ailleurs c'était l'orientation de ma question, tu peux même venir avec un deck full proxy, pour moi il n'y a aucun souci. Moi j'ai répondu très rarement parce que j'ai un peu la collectionnite et j'aime bien jouer avec des vraies cartes, mais par exemple, je sais pas, ma Esper Sentinelle, je l'ai en un exemplaire. Dès que je joue blanc, évidemment que je la mets dedans. Je vous l'ai dit, je suis dans la moyenne, moi. Et donc là, je me fais un proxy parce que la flemme d'acheter 4 fois la même carte qui vaut 20 ou 30 euros. Donc si je l'ai en une fois, je me fais un proxy et je peux la mettre ensuite dans tous mes decks. C'est uniquement dans ce cas-là que je me fais des proxys, ou si vraiment la carte est hors de prix et que je la veux, genre le dragon rouge de Baldur's Gate là qui fait des trésors, le dragon d'or, je sais plus, alors c'est pas le dragon d'or pont, mais bon bref, je vous l'afficherai de toute façon. Bon lui il vaut un bras, j'avais une carte Reptincelle du set de base, je me suis fait un proxy, voilà. Alors j'aime bien aussi faire des proxys maison, j'aime bien prendre les cartes d'un autre TCG, ou essayer de faire un twist un peu rigolo à mes proxys. Là j'avais un Reptincelle qui traînait du set de base. J'ai pris un petit papier, j'ai marqué le texte du dragon rouge là en question, et je me suis fait un proxy, c'était pour mon Tanuc, voilà. Mais même si je mets un certain budget dans Magic, c'est vrai qu'il y a des cartes tout simplement trop chères, des cartes que je peux pas avoir en double ou en triple, donc là je me fais un proxy. Donc j'ai mis dans très rarement. Mais on a cette partie, alors je sais pas si ceux qui ont répondu jamais, c'est un truc un peu militant, du genre non, pas de proxy, c'est de la merde, ou juste, moi je paye toutes mes cartes, j'ai les moyens de le faire, donc je m'en fous. Justement là aussi ça pourrait être intéressant que vous affiniez vos réponses en commentaire de cette vidéo. En vrai ça m'intéresse vraiment, et puis ça donnera un peu plus de data, parce que c'est vrai que là mes questions là elles sont posées un peu n'importe comment, mais je voulais faire une vidéo sondage, ça m'amusait. On n'est pas des scientifiques, hein. On est là pour le chill et pour ouvrir des discussions, mais en dehors de cette catégorie bien précise qui donneront leur avis en commentaire, ça reste assez équilibré. Voilà. Et on a quand même 22%, donc presque un quart des gens qui utilisent souvent des proxys. On arrive à la fin de cette vidéo, voilà, c'est un format un peu expérimental, je me suis réveillé un matin, j'avais envie de faire ça. Évidemment, n'hésitez pas à affiner les réponses et à ouvrir des débats en commentaire, je pense que ça peut être intéressant. En vrai, ça permet de récupérer un peu quelques datas comme ça, même si le protocole n'est pas très scientifique. Voilà, ça permet d'avoir des échanges autour du format et ça me plaît bien quand même. J'ai encore plein d'idées de questions, donc n'hésitez pas si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça. Sinon, on passera à autre chose et pas de soucis, c'est ok. Je comprendrai. Je compte sur vous quand même pour booster la vidéo, pour mettre le petit like et tout ce qui va avec. Vous connaissez la chanson. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.